Il y a des blessures qu'on ne voit pas, mais qui marquent plus profondément que n'importe quelle cicatrice. Et aujourd'hui, on a des invités, des femmes qui ont accepté de venir parler de leurs blessures. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Et Yasmine Reda veut faire la talakou de ce mercredi. L'émission qui parle d'émotion, qui parle de délivrance, qui parle de restauration, l'émission qui rentre dans les profondeurs de l'âme et qui fait ressurgir tout ce qui est blessure émotionnelle, l'émission qui permet à des femmes de pouvoir exprimer ce qu'elles vivent, l'émission qui impacte dans vos maisons et qui permet aux jeunes filles de se réveiller. Le silence n'est pas une option, mais exprimer ce qu'on vit est une délivrance. Hier, vous étiez esclave, aujourd'hui, vous êtes affranchis. Je suis Yasmine Reda. Merci. Yeah. Vraiment. T'as pas occasion. De mon petit point, là. T'as occasion. Oh my God. Je vais tuer la téléspectateur. Chaque fois qu'on vous donne une occasion, mes chéris qui me regardent, tu prenez ça, tu veux, tu rases la parole, tu prends la parole, tu ça concrètement. Alors, comment ça va sur ce plateau? Très bien. Ça va J'adore. Ça va, Aurélie? Oui, ça va très bien. Tu es rayonnante. T'es resplendissante. Oh, merci. Vraiment, je suis... Aurélie, il faut nous faire le truc de l'hôtesse de l'air. Tu ressembles tellement à l'hôtesse de l'air. Je n'ai pas fait formation de ça. Non, mais tu sais que tu ressembles tellement. Ton visage, tu fais tes chignons, là, non, ça te va trop. Mesdames et messieurs, attachez votre ceinture. Nous sommes arrivés dans les Femmes d'ici. Nous allons décoller avec une émission remplie d'émotions, remplie de joie. Et en tout cas, faites attention aux turbulences. Ne vous inquiétez pas, nous allons atterrir. Mais en tout cas, nous sommes là pour vous. Très bien. That's good. Super. Comment vas-tu, ma petite Juice? Ça va être très bien. Avec un discours ministériel, ça quand même. va, je vais te dire. Non, pas du tout. Ça va. OK. Toi, tu es une femme, tu as raison. Allons-y, ne vais pas faire discours ministériel. Mais un discours, ça se prépare, quoi. Non, non, tu es très naturelle comme personne. Ministériel, elle parle de ministériel. Bon, en général, on fait discours pour eux, mais bon, la personne aussi, ça va pas aller, c'est pour ça qu'il a sa place quand même, oui. Quoi? Elle dit quoi? Elle aime attacher les gens. Une femme ministre, d'abord, l'éloquence. Elle comprend pourquoi elle est dans son ministère et elle comprend les enjeux du ministère. Lorsqu'elle se retrouve à un endroit qui n'a pas les personnes qui font son discours, elle peut lâcher quelques phrases. Oui. Madame la poète. Oui, mais bon, après, c'est pas grave. Elle aura pas grave. Bon, je comprends que bon, c'est pas partout, hein. Donc, on peut comprendre ça, là. Alors, comme je l'ai dit en intro, on parle des blessures de l'âme. On l'a fait une fois ici avec Coach Yoman. Il nous a expliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui s'y sont reconnues dans les blessures de l'âme, et nous-mêmes aussi sur ce plateau. Et là, on a des invités, des femmes témoins qui vont en parler. Je le disais avant de commencer l'émission, que ce n'est pas évident d'avoir des invités pour ce genre d'émission. Parce que c'est tellement intime, c'est tellement personnel, c'est tellement familial qu'on risque de se mettre beaucoup de personnes à dos en faisant ça. Mais on sait très bien que dans la vie, là, en réalité, il faut toujours choisir de se choisir. That's right. Voilà, si tu as vécu quelque chose, il ne faut pas hésiter à venir en parler tant que ça te libère. Parce qu'à la fin de la journée, on est seul et on partira tout seul. Maryse Kouassi, elle est auteure, poétesse, entrepreneur et consultante en IT. Elle est là avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Maryse? Je vais bien, je vais très bien. Je suis vraiment ravie d'être sur ce plateau des Femmes d'ici que je regarde assidûment.
Depuis la France. Ok. Depuis, oui, je réside en France, mais je regarde tout le temps. Très bien. Bon, du coup, sur YouTube, Ok. Facebook. Ok. Mais j'ai pas d'abonnement encore, mais je vous suis. Génial, génial, génial. Et toi, tu as vécu des choses. Oui, j'ai vécu des choses et justement, je voulais le raconter à ma manière parce que j'ai pris le temps d'observer, de prendre du recul en fait sur ce que j'ai vécu. Et je voulais donner en fait mon interprétation des choses, ma version des choses. Parce que quand on vit, bon, moi dans mon cas, c'était le cas d'un père absent. Ok. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. D'accord. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Ensuite, coach Lisa Prudy, elle est auteure et entrepreneur aussi. Des femmes fortes, comment vas-tu, Lisa? Je vais très bien, encore mieux que je suis sur le plateau des femmes que j'aime le plus au monde. J'aime vous regarder. Votre joie est contagieuse. Depuis mon sofa aux États-Unis, toute ma famille vous regarde. Vraiment, c'est un bonheur pour moi de finalement vous sortir de mon écran et vous Et quand on a l'audace de dire qu'on est des stars internationales, des célébrités télévisées, les gens sont fâchés. Vous l'êtes. Être star de buzz et être star célébrité naturellement parce que on a l'aura. On s'exprime de façon extraordinaire. Son introduction n'est jamais exagérée. C'est la meilleure émission internationale. S'il vous plaît. Mais elle a oublié de dire ça. Non, mais non, j'ai pas oublié, je t'ai laissé faire l'intro. Ah, mais d'habitude, on n'a pas dit. Il y a des gens qui nous prennent de court. Alors non, c'est pas grave. Donc, on va continuer. Il y a tout dit, mon ça là. Lisa, Oui, c'est ça. je suis contente que tu nous regardes depuis les États-Unis et qu'on ait cette communauté-là aux États-Unis aussi qui nous suit. Alors toi aussi, tu as vécu des choses. Oui, j'ai vécu des choses à peu près dans le même sens. D'abord avec un papa, pas forcément absent, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Ok, Voilà. d'accord, Et donc, très bien. c'est ça. Alors vous les filles, est-ce que vous avez... On a déjà parlé quand même, je pense, un peu ici. Je ne sais pas si on va revenir dessus. Est-ce que vous voulez partager aussi des blessures de l'âme que vous avez peut-être identifiées après le passage de Écoute, avec beaucoup de recul et toujours en pleine réflexion de nos vies, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre à se connaître, on se rend compte qu'avec le livre de Louise Bourbeau, moi, personnellement, je pense avoir vécu la blessure de l'abandon et de l'injustice. L'abandon et l'injustice. Et l'injustice, Okay, oui. ouais, pour certaines choses, surtout, comme on dit, par rapport à la famille, par rapport aux parents, et qui ont créé forcément un impact sur ma vie. Donc, peut-être le côté résiliente, mais il y a eu aussi des côtés qui m'ont... sur lesquels j'ai eu longtemps à lutter contre moi-même pour essayer de sortir de ça. Et c'est un travail qu'on fait encore au quotidien. Quoi. Mais ce n'est pas facile, surtout quand on est issu de familles séparées où le père n'est pas forcément présent aussi, ou très dur aussi envers ses enfants. Donc, ce sont des traumatismes, en fait, qui restent et qui peuvent souvent déséquilibrer une relation amoureuse ou même des relations de manière générale. Très bien, très bien. OK. Et toi, Lisa? Alors, moi, je pense que j'avais déjà identifié les blessures que j'avais vécues ici. C'était surtout le rejet et l'injustice aussi. OK. Et je me suis rendu compte que ça m'avait donné cette faculté de détachement des gens et de solitude aussi, que j'aime être tranquille parce que je ne supporte pas qu'on me rejette. Donc, je préfère éviter beaucoup de camaraderie, beaucoup de relations parce qu'on ne sait jamais. Et quand je sens que quelque chose arrive, je suis la première à partir. Je ne reste pas pour qu'on me fasse ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que c'est depuis l'enfance que tu te remémores certaines scènes et tu te dis, ah ouais, quand même. Ça, tu ne penses pas sur le moment, mais après, quand tu prends de l'âge et que tu commences à réfléchir sur ta vie, tu te rends compte que oui. Parce que moi, j'étais quand même assez différente de mes frères. Ouais, donc, comme on dit, tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. C'est un peu compliqué. OK, d'accord. Donc, c'était rejet et injustice encore. Injustice revient très fréquemment. Hein. Et toi, Yasmine? Alors moi, je ne vais pas ressasser le passé dans mon cas. Je pourrais dire que moi, j'ai été guérie vraiment très... Je ne sais pas si je devrais dire très vite, mais la vie m'a appris à être une femme forte. Mais tu as eu des... Oui, j'ai eu plusieurs blessures, un peu comme mes deux consoeurs viennent de le dire. On est toujours dans la même vague, toujours avec des parents africains. De toute façon, ça ne change pas. Ce sont à peu près les mêmes situations que chaque personne a vécues. Mais moi, je ne sais pas, mais... Moi, je pense que si c'était à refaire, je serais passée encore par là. J'ai envie de dire ça aujourd'hui. Parce que ça a permis d'être ce que je suis. Et
C'est vrai, ça peut mettre du temps. On peut avoir même un certain âge avant de pouvoir se relever très dur. Et on peut être jugé des autres. Hein. Certains disent, ah, mais moi, si j'avais son âge, moi, je serais déjà en train de faire ci. C'est facile de parler. Tu sais, tu n'as pas encore traversé l'eau. Quand tu auras traversé l'eau, tu vas comprendre que tout le monde avait un choix, mais le choix n'a pas été le choix du choix de la personne. C'est ça. Donc, il faut dire que la guérison s'est faite avec les circonstances de la vie très rapidement. Malheureusement, ça crée quelqu'un de très résilient, de très fort et qui ne se laisse pas faire. Et des fois, qui peut être critiqué. Et c'est bon, les gens qui sont critiqués, c'est des gens qui sont en train d'aller sur le bon chemin. Sans critique, on donne des fruits pourris. Je pense que c'est des fruits bien mûrs. C'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'en réalité, tout dépend du degré d'injustice, de il y a d'abandon beaucoup, que les gens ont vécu. Il y a d'autres qui ont vécu à des degrés moindres. D'autres ont vécu à des degrés tellement forts qu'ils n'ont pas pu être ces personnes résilientes. Au contraire, c'est des personnes brisées, c'est des personnes abandonnées, c'est des personnes qui ont tout simplement échoué dans leur vie parce que c'est le poids, en fait, de ce genre de souffrance. Il y en a qui ont été résilients, mais la vie a fait qu'ils ont été brisés à un moment donné. C'est ça, exactement. Et c'est ça. Et nos deux dames ici sont vraiment l'exemple parfait que peu importe ce que tu as vécu, tu dois pouvoir te relever. Mais comment est-ce qu'on se relève? C'est pas tout le monde qui a la même force de caractère. Comment est-ce qu'on se relève? Comment on ressurgit après tout ça? Et je vais commencer par dis-moi. Pour moi, je pense que il faut vraiment embrasser et accueillir en fait ce qu'on a vécu. C'est quelque chose qu'on peut pas. Oui, faut pas le rejeter. C'est vrai que quand on vit certaines choses, le regard de l'extérieur fait que on développe des complexes, on a honte, on a ceci. Mais en réalité, il faut prendre le temps soi-même j'ai envie de dire, de s'asseoir dedans, de traverser, de regarder en face ce qu'on vit et de se donner soi-même la signification que ça pour nous. Qu'est-ce que toi tu as vécu? Oui, ce que moi j'ai vécu, en fait, j'ai vécu avec ma mère et mon père n'était pas fréquent. Enfin, et pendant des années, je m'étais dit qu'il me rejetait parce que soit j'étais pas digne, soit il m'aimait pas, soit il aimait ses autres enfants. Donc, chaque année, en fonction de l'âge que j'avais et de mon entourage, je développais une certaine explication, je me donnais des explications péjoratives par rapport à ça. Et bon, ça a joué sur ma confiance en moi. Ça ne se voyait pas forcément, mais j'étais tout le temps en train de chercher à être excellente, à être bien, à être vue, à être valorisée pour me sentir digne. J'avais l'impression que pour être aimée, il fallait que j'excelle dans ce que je fais. Voilà. Donc, après un certain temps, j'ai commencé à chercher à comprendre ses motivations, son vécu, son passé. Et puis, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Et surtout que la dernière fois que j'étais allée le voir chez lui, avant qu'il décède, parce qu'il n'est plus de ce monde, j'ai appris des choses qui m'ont choquée. Je travaillais déjà, j'étais déjà adulte. Et le jour où j'étais allée le voir, il avait dû laver la douche lui-même pour m'attendre. Mon père a 6 autres enfants, et alors qu'il était souffrant. Donc, tout le monde m'a dit, mais attends, ton papa, il a appris que tu venais lui rendre visite. Il était couché ici. Tout le temps, il disait qu'il était malade. Et dès que tu dis tu arrives, il se lève, il lave la douche. Oui, il veut se rattraper peut-être. Non, bon, en fait, il m'aimait avec retenue pour différentes raisons. Il s'est dit qu'en se mettant en retrait, je serais mieux. Wow. Il se disait, quand tu étais jeune. Quand j'étais jeune, en fait. Tough love. Oui, et j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Et je me suis dit, mais attends, s'il est malade, pourquoi il se lève pour laver ma douche et tout? Parce que j'arrive, si je viens, je peux laver la douche. Et c'est là que mes petits frères me disent, tu sais pas, il nous fatigue ici avec tes photos. Dès que tu changes ton profil Facebook, Les paroles là sont et qu'il chante toujours que c'est sa fille préférée. Mais c'est lui qui a dit? Ce sont mes petits frères, mes demi-frères qui me l'ont dit. Qui s'est mis en retrait? Non, ça c'est l'interprétation que toi tu as faite. Que j'ai faite et aussi l'explication qu'il m'a donnée. Après, parce que quand j'ai eu les commentaires de mes petits frères et tout, après il est venu vers moi dans la chambre, il m'a ressorti toutes les photos de ma maman et il a essayé de m'expliquer tout ce qui s'était passé lorsqu'ils se sont séparés et tout. Et même eux, leur séparation, ce n'est pas une séparation de dispute de couple ou parce qu'il n'y avait pas d'amour, c'était par rapport aux contraintes familiales, aux us et coutumes et tout. Okay. Et ils avaient
ils avaient un accord, parce que ma mère avait demandé à me garder parce que j'étais trop petite, j'avais 2 ans, et qu'elle allait me scolariser jusqu'à ce que j'aille au collège. Et à partir du collège, il pourrait venir prendre la relève. Et à chaque fois qu'il venait me rendre visite, il se disputait, il y avait... voilà. Donc, parce qu'elle avait peur, c'est lui qui me dit, elle avait peur que je vienne te chercher, et j'ai vu que ça la perturbait. Et puis, j'ai vu que tu étais bien. Et que, voilà, donc la famille, il trouvait que la famille de ma mère était plus aisée, plus instruite. Donc, il s'est dit, bon, je la laisse dans son cocon, je la laisse avec sa famille maternelle, elle est dans le bonne main. Sans me le dire. Sans te le dire. Et moi, j'en ai souffert pendant des années. Très bien, tu nous diras tout à l'heure. Coach, oui, je te vois bien hocher la tête quand elle parle. Oui, parce que ça me rappelle exactement mon vécu. Et j'ai l'impression que beaucoup de parents africains pensent qu'ils peuvent aimer leurs enfants à distance. C'est ça. Ou alors ils peuvent aimer leurs enfants dans leur cœur ou manifester ça ailleurs qu'auprès de l'enfant. Mais je pense qu'il y a toute une rééducation à faire de la communauté africaine, de réapprendre aux gens comment être parent. Parce qu'être parent, il ne suffit pas juste de donner naissance à un enfant. Moi, je me souviens, dans une interview, on m'a donné l'impression que j'encourageais la limitation des naissances. Mais je leur ai fait comprendre que si vous ne pouvez pas vous former à être parent, évitez de donner naissance à des personnes qui vont être traumatisées. Tout à fait. Et dans mon cas, moi, j'ai vécu quelque chose de traumatisant. Et quand j'écoute Maryse parler, ça me rappelle que, justement, mon père pensait bien faire. Ouais. Mais ce genre de traumatisme, aujourd'hui, je m'en suis sortie, j'ai tiré les choses du bon côté. Mais, en général, ces traumatismes, soit ça te booste et tu deviens une personne extraordinaire, soit ça te brise et tu deviens complètement une personne complètement paumée. Et donc, dans mon cas, mon père, par exemple, pendant que j'étais enfant, j'ai passé le temps à voir un père qui rentre à la maison étant saoul. Et quand il est saoul, je suis l'enfant qu'on bastonne. Ouais. Donc, moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des blessures partout. Si vous regardez mes jambes, vous allez voir que j'ai des blessures qui sont restées là. Quand on parle de blessures, on parle de blessures dans cette émission, mais je vous assure, j'ai des séquelles physiques de ces blessures. Et pour moi, j'avais la sensation que mon père ne m'aimait pas. Et pourtant, lui, sa manière d'exprimer pourquoi il me traitait comme ça auprès des autres, c'est qu'il dit que c'est parce que je suis sa fille préférée. Il pensait me protéger. Et donc, la seule fois où mon père m'a pris dans ses bras, c'est quand j'avais 2 ans et on avait répudié pour des problèmes toujours familiaux, là, des tribus et tout ça. Ma mère a été renvoyée du village de mon père. Elle est rentrée dans son village avec nous. Et donc, mon père est venu nous rendre visite un jour. Il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé en l'air comme ça. « Ah, comment ça va ?» Je n'avais peut-être que 2 ou 3 ans. Je m'en souviens très bien. Et c'est la seule fois où j'ai eu une preuve d'affection de mon père. Le reste du temps, c'était soit il rentrait sous et il me bastonnait, soit il n'avait que des tensions avec moi. Et donc, quand on grandit avec un père comme ça, les blessures sont tellement profondes. Moi, je partais à l'école, je rentrais à la maison avec 18 de moyenne et je me faisais bastonner parce qu'il estime que j'aurais dû avoir 20. Et quand je rentre à la maison et que je suis deuxième de la classe, et j'ai 19 de moyenne, je me fais quand même bastonner parce que j'aurais dû être première de la classe. Donc, en fait, il n'y avait jamais rien qui était suffisant. Ouais. Et comme disait Maryse encore tout à l'heure, on grandit donc en devenant ce que les Américains appellent les people pleasers. On cherche à plaire, à plaire. Et j'ai passé ma vie donc à chercher un père auprès des hommes. Et donc, de finalement en être autant victime, autant de fois qu'on peut imaginer. Donc, c'est qu'elle, ils ne s'imaginent pas. Quand ils posent leurs actions. On va, c'est fort. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Coach Lisa Prudy et Maryse Kouassi sont avec nous aujourd'hui. On parle de ces blessures de l'âme enfouies, des blessures de l'âme pour Lisa, mais c'est physique aussi. Hein. Ouais, très bien. On va continuer. Oui, une question. Alors, moi, je ne sais même plus à qui poser la question. On a vécu la même chose. Bon, oui, alors je vais commencer peut-être par toi. Alors, dis-moi, on a compris ce que tu avais expliqué, mais c'est un peu flou. Et c'est vrai que je ne te demanderai pas d'expliquer les détails, peut-être personnels, mais si tu as écrit une biographie, enfin un livre en tout cas sur ça, c'est qu'il y a forcément des choses que tu as dû dévoiler. Est-ce qu'on pourra avoir donc tu étais avec ta mère, ton père était à part avec d'autres enfants. Oui. On dirait que ta maman était la première femme. Non. Non.
Donc, c'était une très longue histoire. Je vais essayer de la Make short. de la raccourcir. Donc, en fait, moi, mon père est né... enfin, il a perdu sa mère à la naissance. Et à l'époque, dans son village, quand on naît et que la mère meurt, on est considéré comme enfant maudit. C'est une tradition assez courante dans le peuple. Et du coup, il devait être sacrifié. Ok. Et donc, sa mère, ayant senti sur son lit de couche qu'elle n'allait pas survivre, a voulu tout mettre en place pour déjouer, en fait, la coutume. Donc, pour se rébeller contre cette coutume-là, elle a vu une sœur qu'elle savait, une sœur, mais africaine, c'est pas vraiment sa sœur, mais parmi ses cousines, elle a vu la dame qui pouvait mener son combat à sa place. Donc, elle lui a demandé pardon. Fais tout, mais faut pas qu'on tue mon enfant. Et comme c'est vraiment le premier enfant qu'on n'a pas pu sacrifier, justement parce que la sœur en question a vraiment mis tout en œuvre pour, on le traitait un peu comme voilà, quelqu'un qui n'avait pas le droit d'exister, qui n'avait droit à rien, qui n'avait pas droit à la parole. Et un moment, quand il était au CM, puisque voilà, au CM à l'époque, c'était déjà quelqu'un qui est brillant à l'école ou qui va peut-être réussir. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, on va lui donner une femme. Donc au CM, on lui donne une femme qui la cède. CM1, CM2. Oui, mais à l'époque, c'est grand, il avait hein. 18 ans, quoi. Voilà. Oui, Sauf CM1, que, 18 ans. voilà, il a eu 3 enfants avec elle, donc un premier fils et des jumeaux. Et juste après, il a eu son CP, il a passé le concours pour devenir instituteur à l'époque. Je crois qu'avec le CP déjà, Oui, il ça, pouvait. ouais. Et donc, il est allé en ville et tout. Il a commencé à travailler. Et là, il rencontre ma mère. Ok, d'accord. Et il annonce que, voilà, il a compris. Mais voici celle qui veut réellement épouser et tout. Et la famille a dit, mais attends, Ah. tu t'es prise pour... Très bien, très bien, très bien. Tu avais déjà 3 enfants qui t'attendent ici avec ta femme. Voilà, on t'a bien, donné une donc, femme. par rapport à ça donc, qu'il a c'est pas à relâché toi de pour te protéger. choisir, Ouais. ni rien du tout. Ok. Donc, Ah, pendant un d'accord. certain temps, elle était au village en famille et ma mère, bon, justement, qui au départ ne savait pas, vivait avec lui. Elle avait son foyer et puis après, elle a su aussi. Donc, elle partait au village avec lui, il la présentait pendant que l'autre était Comme là. Donc, deuxième femme, finalement. bon, Lui, vous l'avez comme ça, c'est une femme. lui, il avait tranché. Ah, lui, il avait il tranché, s'était il a séparé dit, de l'autre. je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de la mère de mes enfants, mais voici celle que je vais épouser. Ok. Et entre-temps, j'étais née aussi. Mais leur bouger. Et à chaque fois, voilà, bon, pour lui, c'était officialisé. Ouais. Il partait à chaque fois. Il ne s'est pas caché en vérité. Très bien. Sauf qu'à un moment, Bon, la famille a dit... on est obligé de raccourcir un peu Allons-y, parce que allons-y. l'émission n'aura pas fini. Mais là, on Tout de comprend suite. mieux, en tout cas. Mais là, je comprends. Oui, on comprend Et bien. surtout, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu sais, les blessures, là, ça vient de loin. C'est Parce ça. que lui, Tout à fait, déjà, oui, les oui. traumatismes qu'il a vécu C'est étant ça. enfant, on ne donne que ce qu'on a, en fait. C'est ça, Tu vois? c'est ça. J'ai envie de recommander un livre. Les filles, vraiment, lisez ce livre. Ça s'appelle Respire de Maud Ankawa. Ok. En fait, c'est un livre aussi qui retrace les blessures transgénérationnelles. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, On m'en va à la ce librairie. que tu ressens aujourd'hui, ça vient même parfois des gens que tu n'as même pas connus dans ta vie. Exactement. Et on transporte les blessures. Et il faut à un moment trouver la méthode pour couper, C'est pour ça. vraiment se séparer, pour que les générations qui arrivent C'est ça. arrivent vraiment libres et vraiment dans La une délivrance. vie C'est ça. où ils seront bien, tout simplement, parce effectivement. qu'on vit beaucoup de traumatismes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que nos parents ont, enfin de la façon dont ils nous ont traités, mais on oublie qu'eux aussi Ils ont vécu ont quelque chose. vécu ils ont ce genre vécu de des choses-là choses. qu'ils Oui, ont tout à fait. parfois perpétuées avec leurs enfants, parce que pour eux, c'est comme ça qu'on fait. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment... Et quand c'est tu vraiment fouilles dans la très vie de fait. nos parents, tu te rends compte, hein, parce que moi, les rares fois, hein, on connaît tous comment mon père était difficile, mais les rares fois où on a eu à parler avec lui et comprendre ce qu'il a vécu quand il était petit, un truc où il n'avait jamais à manger, où il avait souvent que du pain, il mangeait du pain sur au moins une semaine, que le pain simple, hein, sans rien à l'intérieur et tout. Et donc, ça l'a tellement rendu difficile, ça. tellement dur que lui, il s'est dit, mes enfants doivent réussir à tout prix, tu vois. Mais à fait. c'est la manière de transmettre, en C'est fait, ça. qui est peut-être Et ce qui est très différente. difficile aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, on n'a pas la communication entre les parents. C'est ça.
ça. C'est non, tu fais ce que je te dis et puis il n'y a rien. En même temps, tu grandis et tu transmets aussi ce que tu as vécu à tes enfants sans qu'il y ait de communication. Nous, aujourd'hui, on peut essayer de chercher, on a cette recherche-là. Oui. Mais combien de personnes n'ont pas cette opportunité et vivent dans ces traumatismes? Il faut que les parents réussissent à communiquer. Moi, j'ai essayé une fois, mais je pense que je n'ai pas encore réussi à totalement, tu vois, comprendre certaines choses. Mais c'est dommage, le papa, il est parti avant même d'essayer. Mais tous les jours, c'est une recherche, en fait. Parce qu'il faut avoir la paix pour pouvoir transmettre la paix aussi à ses enfants. Très bien, je suis d'accord. Alors, Lisa, dis-nous maintenant, on a vu que vous avez vécu ces blessures. Qu'est-ce que ça a causé dans vos vies, toi? Personnellement, ça a causé déjà un problème de self-esteem initialement, sur lequel j'ai dû travailler, de confiance en moi. Et j'ai dû travailler dessus. Et comme je le disais plus tôt, ça m'a donné l'impression qu'à chaque fois, il fallait que je cherche à plaire. Et chaque fois que je faisais quelque chose et que je n'obtenais pas un résultat ou une appréciation, j'accélérais, j'accentuais et je continuais à faire en me disant que plus j'allais faire, plus j'allais finir par un jour obtenir l'appréciation. Donc, ce constant rejet du parent a fait que dans la vie quotidienne, je suis devenue celle dont on peut facilement abuser parce que tu es dans l'approche de plaire aux gens et donc tu ne fais pas attention. Et puis finalement, tu te retrouves à chaque fois frustré. Soit tu te retrouves dans l'injustice, comme on parlait tout à l'heure, soit de l'injustice, soit finalement les personnes pour qui tu as fait tous ces sacrifices t'abandonnent, soit tu te retrouves dans une situation où en réalité, tu es obligé de repartir à zéro. Dans mon cas, par exemple, je me suis retrouvée à être sans abri 2 fois de suite. Et à chaque fois, ce n'était pas mon choix, ce n'était pas ma faute. Et ce que ça a fait, ce que ça a causé chez moi, justement, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans la sécurité. Ça veut dire quoi? Je suis devenue sapeur-pompier de ma propre vie. Je prends toutes les dispositions nécessaires pour ne plus jamais être dans le besoin ou dépendre de qui que ce soit et établir une certaine stabilité pour moi, pour mes enfants et toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, quand je parle à d'autres personnes, je me base sur mon expérience à moi pour essayer de les transformer. C'est ce que tout ceci m'a apporté. Et c'est pour ça que quand Yasmine disait, s'il fallait recommencer, je vivrais la même chose parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux impacter d'autres personnes parce que, ayant traversé ce que beaucoup de personnes ont vécu, mais avoir tiré mon épingle du jeu. OK, mais concrètement, c'est les abus dont tu as vécu, c'est ça que je veux qu'on parle. C'est ça, en fait. C'est ce rejet-là de la part de papa qui t'a fait peut-être aimer trop peut-être les hommes ou aller vers les gens, aller rechercher le papa chez les hommes. Et ça tout à fait. Ça, c'est un des impacts. C'est qu'à la fois, comme je n'avais pas cet amour paternel, il fallait que j'aille chercher cet amour-là chez quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, je partais chercher au mauvais endroit. Et le rejet se multipliait. Parce que tu arrives, tu donnes tout, tu t'investis. Je me rappelle qu'à 16 ans, il m'est arrivé à 16 ou 17 ans d'aller carrément dans un deuil chez un petit copain où il y avait deuil, faire la cuisine comme une grande femme, faire la cuisine, le ménage partout, parce qu'il fallait que j'aille servir pour plaire, en espérant que j'allais pouvoir gagner l'amour du jeune homme. Sauf que plus tard, le gars m'a quand même laissé pour aller prendre sa copine du lycée. Donc c'est pour dire, à force d'être rejeté, à la maison, tu te dis que tu vas chercher à compenser ça ailleurs. Mais c'est dangereux. Et c'est pourquoi... Donc, est-ce que tu avais l'impression que tu vivais dans des relations plus ou moins toxiques où à chaque fois on te manipulait pour te faire croire que tu n'es pas la personne qu'il faut, alors qu'en réalité, tu as tes plein de potentiel? Oui, et quand on te manipule, on te donne l'impression que tu ne fais pas assez. Et là, tu continues à faire et on continue à profiter de toi au maximum pour que, par la suite, tu ouvres les yeux quand il est trop tard. Donc, voilà. Et Kadi, je voudrais dire que dans son cas, elle savait qu'il fallait chercher un homme. Mais en fait, beaucoup de femmes même ne le savent pas. Elles ont cette blessure. Elles n'ont jamais eu l'occasion d'en parler. Du coup, elles ont cru qu'elles avaient oublié. Mais en fait, elles n'avaient pas oublié, c'était enfui. Donc, quand elles tombent sur un homme, elle aime l'homme. On dit, mais c'est laquelle elle l'aime trop. Donc, dès qu'elle est trahie, c'est comme si le monde lui tombe sur la tête. Et si elle ne fait pas attention, elle dit, personne ne m'aime, je suis détestée, ou je suis maudite, ou j'ai un problème. Et beaucoup de femmes comme ça se mettent beaucoup de fardeaux sur la tête sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, c'est à cause du rejet qu'elles ont eu dans le passé. Et bizarrement, elles sont attirées par les hommes toxiques. Toujours. Parce que les hommes qui ont beaucoup de... Les hommes qui sont... L'homme même qui est trop bien, toi, là même, là, tu te dis que c'est lui qui est le faux. Parce qu'ils ont tellement appâté. C'est comme si celui qui te donne un bonbon quand tu es petit, viens pour un bonbon, et puis on t'attaque pour faire buzz. Ah, tonton, ou bien tata, laisse-moi. Donc, la personne ne veut plus de ça. Mais celui qui vient un peu méchant, ou bien qui cache une vie, là, André, c'est lui. Le mystère
que ton père avait en ne t'apportant pas l'amour. L'amour était loin. C'est toujours ce mystère. Et d'autres diront, j'aime les bad boys. D'autres diront, j'aime les hommes peut-être d'un certain rang. D'autres diront, j'aime les hommes un peu comme si. Il y en a même qui, excusez-moi de le dire, il y a des femmes qui aiment les braqueurs. Il y a des gens qui aiment les femmes qui font du mal. Il fait, mais il n'est pas méchant. Au fond, il est innocent. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Il est dur, mais il ne fait pas. Donc, tu vois, mais elles acceptent totalement, en fait, la souffrance qu'on lui apporte en disant que cette souffrance est une souffrance normale, vu qu'elle a vécu de la souffrance avec le papa. Exactement, c'est devenu Donc, elle estime que la souffrance que l'homme lui donne, c'est une souffrance normale. Et puis, elle doit accepter de vivre cette souffrance. Mais inversement aussi, les hommes aussi ont vécu des traumatismes avec leur maman et leur papa. J'imagine quand vous êtes deux traumatisés dans il y a des hommes comme ça qui tombent sur des femmes qui les manipulent. Tout leur argent va chez les filles. Ils sont coupés la fille. C'est ça, on dit couper gaou, là. Bon, ça... non. En tout cas, si c'est ça seulement, là-bas, j'ai été guérie. J'avoue, t'as des hommes, même moi, je sais qu'il y a des hommes qui aiment les trucs, les jeux de soumission et de domination. Voilà, c'est ça. Ils veulent des choses, ils veulent, je sais pas. Ils sont paumés. Et quand dit le pire, c'est quand tu es blessé et tu es avec un homme, et ça, toi, tu veux guérir l'homme. C'est toi, tu veux faire la délivrance de l'homme. En tant que tu es blessé, mais tu ne sais pas. On dit, mais il est mauvais, il faut le laisser. Non, il va changer. Tu es toujours en train de trouver des excuses. C'est ça. Mais le problème avec les femmes blessées aussi, c'est que même dans la phase de... Pourquoi les hommes ont cette emprise-là, c'est que dans la phase même de dating, elles donnent tout de suite, trop vite. Parce que tu as envie que cette relation-là fonctionne. Donc, tout de suite, tu es soumise, tout de suite, tu fais des cadeaux. En fait, le gars, il est juste venu te dire, tu me plais, mais c'est toi qui fais toute la drague. Jusqu'à liste de mariage. Il n'a fourni aucun effort pour t'avoir. Il sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc, il en profite, en fait. C'est pour ça que, parfois, quand on dit, laisse-les te draguer pendant longtemps, c'est pas méchant, mais vraiment, c'est parce que... c'est pas méchant, mais c'est parce que l'homme, de nature, chasse. Il a besoin de faire ses preuves pour qu'on dise que oui, c'est un homme de valeur, etc. Mais quand lui, il vient, il t'a juste dit bonjour. Et toi, tu as déroulé le tapis, tu t'es donné comme une étoile de mer. Ah, franchement. Mais je suis d'accord avec ça. Et il va... C'est tellement vrai. Je suis d'accord avec ça. Regarde, j'étais à une audition avec des gens et on rigolait. Et puis, je disais à un technicien... Il embêtait la fille parce qu'elle est bien, la pouchou et tout. Et puis la fille disait, mais toi, tu es mon petit, bon, rigolant, tu peux rien faire. Il dit, moi, les filles comme ça, quand il les attrape, il dit, tu es un menteur, tu peux rien faire. Il a mis ma bouche, c'est une causerie que j'aime. Il a dit, bon, si tu es trop fâché, la fille dit, bon, viens, on partit. Il dit, non, il veut pas. Qu'est-ce que c'est quoi ça, il a quoi, donc, l'autre qui était à la partie technique dit, mais aïe, t'as pas toi, tu as bouche pour tu as parti. Il dit, non, nous, les hommes, on n'aime pas tout ce qui est facile. Elle a qu'à faire un peu genre. Je vous assure que c'était ma première fois. J'ai dit, tu n'aimes pas tout facile. Mais elle dit, t'es venue, vous allez partir en même temps. Il dit, non, quand il va là-bas, je reviens. Il n'y a plus de talent. Il ne sera pas en érection. Il a dit, c'est pas en érection comme elle. Il dit, non, il faut qu'elle se joue un peu les durs, là. Même si c'est 1 minute, le temps, on finit de manger, puis on est dormir. Mais là, la main, ton coin, là, il ne fait pas. C'est ça. Alors, donc revenons. Oui, moi, j'avais envie de demander, quelle est votre approche aujourd'hui avec vos enfants? Oui, mon approche. Ah oui, j'ai 3 garçons et mon approche est complètement différente. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami à Yaoundé il y a quelques jours. Mon fils, le dernier, m'a appelé et à la fin de la conversation, il m'a dit « Good night, mommy, love you ». Et je lui ai dit « Love you too ». Non, en fait, c'est moi qui ai dit « Good night, baby, love you ». Il a dit « Love you too, mommy, good night ». Et mon ami a dit, ah, mais ma chérie, tu es devenue américaine plus que les Américains. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais toi, une Camerounaise, depuis quand tu dis love you à l'enfant, à la fin de la conversation. Et là, justement, ça m'a rappelé l'objectif qui était justement d'être différent de ce que j'ai vécu avec mes parents. Les parents ont du mal à manifester leur affection aux enfants et ça affecte les enfants, ils ne s'en rendent pas compte parce que du coup, les enfants vont chercher l'affection ailleurs. Et donc, avec mes enfants, je m'assure qu'ils aient cette affection-là. Je suis serial entrepreneur, j'ai de multiples entreprises, consultante en immobilier, traductrice, tout ça. Mais quand mon enfant m'appelle, quel que soit ce que je suis en train de faire, ça s'arrête d'abord, je l'écoute. En général, les gens me disent, ah, mais il peut attendre. Je dis non. Mes enfants, ça n'attend pas. Même s'il faut que je prenne le téléphone et que je lui dise, écoute, chérie, je suis en train de travailler, je suis en réunion, je suis en Zoom meeting, je te rappelle ou alors on en reparle. Mais je te
prête attention C'est ça. d'abord, D'abord. à l'instant. Ça, c'est très Et Parce ça, que c'est l'enfant important peut être pour en l'enfant, danger. bien sûr. Le temps de te parler, là, de te dire, ah mamie, voici vrai. ce qui se passe, tu n'as pas réagi, il n'en parle plus. C'est vrai. Et pour Oui, les là, les personnes qui ont vécu anecdotes. des abus, Bien dans mon sûr. cas par exemple, si je allée parler à mes parents et que mes parents m'avaient écouté, je n'aurais pas été victime d'abus sexuels 5 fois de suite dans ma jeunesse. Comment ça? Et toutes les fois, tu ne peux pas parler parce que quand Mais tu qu'est-ce veux qui s'est parler, passé? les parents, en réalité, donnent l'impression que c'est ta faute. Ouais. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es allé là-bas? Mais tu as juste fait d'accord, confiance. Dis-nous ce qui s'est passé, vraiment, pour qu'on puisse comprendre Alors, et qu'on puisse détecter ça. Je prends juste un des exemples, un des cas. Le premier d'ailleurs, il n'y a pas eu pénétration. On est à la télé, on peut Oui. censurer ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu pénétration, mais il y a eu... On m'a forcé à une fellation. Oh, wow. À quel âge? Ça, c'était 8 ans. 8 ans? C'est entre 5 et 8 ans en tout cas. Mais en tout cas, vraiment tendre enfance. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans le quartier, donc au Cameroun, dans les villages, dans les quartiers, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde peut aller chez tout le monde. Et donc, tu entres chez qui tu veux, quand tu veux, tu manges ce que tu veux, chez qui tu veux. Donc, chez un des voisins, il y a le fils aîné qui m'appelle à la fenêtre pendant que je suis en train de jouer avec les autres. Est-ce que tu peux venir là, Merlise? Parce que mon autre prénom, c'est Merlise. Est-ce que tu peux venir me chercher de l'eau à la cuisine, là? Il m'appelle, étant dans la chambre. Il me demande d'aller chercher de l'eau à la cuisine, vous pouvez lui donner. Ça, là, ce n'est pas un problème. Parce que toi, en tant qu'enfant du quartier, tu es supposé être serviable. Si un tonton te dit, va prendre ça, va m'apporter, dans ta tête, tu n'es pas en train de te dire que le tonton te veut du mal. Donc, moi, je dis à mes copines, mes camarades avec qui je jouais au pouce-pion et autres là, je leur dis, donnez-moi 1 minute, je vais prendre de l'eau pour le tonton. Mais le temps d'aller prendre de l'eau à la cuisine avec les petits gobelets en acier et tout, pour aller lui donner dans la chambre. Quand je suis entrée dans la chambre, il a refermé la porte derrière moi. Dès que je me suis retournée là comme ça, avant que je n'aie le temps d'ouvrir ma bouche, j'ai constaté que le gars avait enfoui un couteau sous l'oreiller. Donc, il m'a attrapée, il a bloqué la bouche, il a sorti le couteau et il m'a dit, si tu tentes de crier, je vais te tuer. Tu la fermes et tu ne dis jamais rien à qui que ce soit. Le voilà avec le couteau, il sort son truc puant et il me le met dans la bouche. Oh, wow. Il me le force dans la bouche. Donc, vous imaginez qu'une enfant de cet âge, on est dans des familles où tout est tabou, ou même quand on t'a fait du mal, si tu parles, toi, on va d'abord te bastonner. Pourquoi? C'est toujours toi qui as tort. Comment tu commences à parler dans ces circonstances? Et donc, voilà ce que le rejet peut causer. C'est que dans ce rejet, il n'y a pas suffisamment de connexion pour que l'enfant soit capable de se confier. C'est ça. Et donc, quand Kadi me demande comment tu gères ça différemment avec tes enfants aujourd'hui, je dis, même si je suis en train de signer et mon entreprise travaille pour le gouvernement américain, pour des institutions internationales, la Banque mondiale, je dis, même si je suis sur le point de signer un contrat avec la Banque mondiale ou la Maison Blanche, si mon enfant m'appelle, ça va attendre. Je préfère perdre ce contrat-là. Mais je vais l'écouter parce que ce qu'il veut me dire là, c'est ça qui va peut-être sauver ça. Franchement, oui. Wow. Franchement, moi, je veux qu'on t'applaudisse, hein, parce que ce que tu as vécu, C'est courageux, hein, de dire c'est ça. courageux. Ouais. On va marquer la deuxième pause, on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec ces dames fortes, Maryse Kouassi et coach Lisa Prudy. Franchement, waouh, Lisa, tu es une femme c'était une femme forte, hein. Yeah, so sorry. We're so, Thank so, you. so, Thank so, you. so sorry. Appreciate it. Je voulais Vraiment. demander à Maryse, Oui. je sais qu'elle a eu quand même son lot d'histoire et sans vouloir non plus ouvrir des blessures, mais est-ce que tu aurais aussi vécu des choses plus ou moins similaires? Enfin, j'ai pas eu d'abus. C'est Des relations abusives si, enfin des relations abusives, mais plutôt psychologiques, parce que avec ce genre de background, on a une tendance à tolérer C'est ça. le maximum, et surtout que moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc souvent quand on est dans une relation, dans un premier temps, on essaie de tout faire pour que ça tienne, pour que même si on vit de l'extérieur, tout soit, tout soit beau. Ou bien, on entend souvent, hein, on reste pour les enfants, ou on ça. reste... Et non, à un moment donné, je me suis dit, ça ne sert à rien, en fait, de rester dans une situation qui n'est pas forcément
intéressante. Quand ça va pas, ça va pas. Parce que ça n'apporte rien à l'enfant. Il apprend aussi de là. Ce qu'on apprend de nos parents, ce que c'est que l'amour. Donc, comme c'est Aurélie qui dit... Aurélie vous dit... Aurélie Didja. Oui, pardon. En fait, vous deux, vous l'avez dit. Oui. C'est que on apprend, en fait, l'amour par rapport à ce que les parents nous présentent. Oui. Donc, s'il y a une certaine souffrance, si on voit que maman tolère tout, peut-être que moi, j'ai une fille, elle risque de répéter. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est de dire stop. Ça s'arrête là, Ça quoi. s'arrête là, Stop. ouais. J'aimerais vous demander à toutes les deux, est-ce que vous avez pardonné vos parents? Oui, et je l'ai écrit dans mon recueil de Ça vous a mis poésie. du temps? Du temps, je l'avais déjà pardonné, mais je l'ai encore plus pardonné quand j'ai compris son histoire. C'est Donc, ça. ce que le fond, en fait, de ce recueil, c'est d'inviter les gens à non seulement chercher à comprendre ce qu'ils traversent, mais à comprendre ce que les autres qui leur ont fait subir, en fait, soit des silences, soit des souffrances, ont vécu. Ok. Pour voir, en fait, à partir de leur fenêtre à eux. Et une fois qu'on a toutes les pièces du puzzle, c'est plus facile de comprendre et de se détacher, de prendre du recul et de relativiser aussi certaines Donc, choses. ton D'accord, processus de guérison, il a été l'écriture. L'écriture. C'est vraiment Et, une libération. Est-ce que c'est pareil pour vous deux? Est-ce que vous avez fait C'est pareil. utiliser Quel a été le processus pour en arriver même à écrire ce livre? J'aime beaucoup cette question sur le processus parce que justement, Aurélie, c'était une bataille avec moi-même pour décider d'écrire la première chose. Mais je souffrais et je bouillonnais tellement et je ne pouvais pas parler à quelqu'un. Et il fallait que ça sorte. Et donc, puisque je ne pouvais pas parler à quelqu'un, la seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. Donc, l'écriture, j'ai écrit mon histoire pendant longtemps. Mais ça m'a pris des années pour décider de publier. C'est ça. La difficulté étant, comment est-ce que je vais être vue? Comment est-ce que on va me regarder? Parce que justement, les gens ont tendance à faire ce qu'on appelle le victim shaming. C'est ça. Ça veut dire que toi qui es la victime, c'est Non, plutôt toi, toi qu'on va humilier. C'est ça. On va dire, ah mais... Il y a un journaliste qui m'a demandé un jour, mais madame, vous êtes victime de 5 cas d'abus sexuels. Est-ce que ce n'est pas vous qui portiez des mini-jupes et des mini-culottes pour séduire les hommes? Et je leur ai dit, vous qui marchez là, dans la ville de Douala, là, vous, journalistes, vous ne voyez pas les folles là, dans la ville de Douala, qui sont nues? Pourquoi vous n'avez pas attrapé une des folles là qui est nue là pour chercher à coucher avec elle? Vous ne le faites pas. Vous allez à la plage. Vous ne couchez pas avec les filles à la plage. Vous lavez votre fille de 8 ans. Quand vous lui donnez son bain là, pourquoi vous ne couchez pas avec votre fille? Donc, vous ne pouvez jamais justifier ce qu'un malade mental a fait à une personne. Donc, ce n'est jamais la faute de la victime. C'est la faute des personnes qui ont décidé d'abuser de moi et de toutes les autres personnes. Donc, pour moi, l'écriture, c'était vraiment un exutoire. C'était un moyen pour moi de me libérer, d'entrer dans un processus de guérison. Et quand j'ai finalement décidé de publier, je me suis dit que c'est pour une grande cause. Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties libérées en lisant et en se disant « Ah, mais je ne suis pas la seule personne qui a vécu ça. » Et donc, premièrement, ça fait qu'elles se sentent normales. Qu'elles me regardent et qu'elles se disent « Elle est chef d'entreprise aujourd'hui. Elle a cumulé une fortune dans l'immobilier, près de 25 propriétés en Amérique, alors qu'elle était homeless. Elle était sans abri. Elle vient d'une famille hyper pauvre dans un village quelque part. Elle a traversé tous ces abus. Elle est debout et elle est coach. Elle va former d'autres personnes, enseigner d'autres personnes. Si elle fait ça, c'est que moi aussi, je peux m'en sortir. Donc pour moi, la guérison allait au-delà de moi. Je me suis dit, si je peux aider d'autres personnes et qu'on guérisse ensemble, j'aurais eu un meilleur impact dans la vie. Donc moi, ça m'a aidé à guérir. Mais j'ai envie de répondre à Yasmine qui demandait, est-ce que vous avez pardonné à vos parents? Chez moi, chez elle, ça allait plus vite. Chez moi, c'était un peu difficile. Ça, c'est clair. Ma mère, rapidement, elle m'aime beaucoup. Elle n'a pas beaucoup la parole, comme beaucoup de femmes n'ont pas de parole dans les familles. Mais quant à mon père, ça m'a pris beaucoup de temps. Je lui ai pardonné, c'est vrai. Mais je n'ai toujours jamais réussi à créer une réelle relation père et enfant. Donc, c'est par conformisme que je vais de temps en temps voir mon père. Bon, ça fait de la peine de le dire à la télé comme ça. Mais ça ne m'arrive pas de m'asseoir et de dire « Ah, mon père me manque, je vais prendre des nouvelles et tout ». Je n'ai pas réussi à créer cette connexion. Et malheureusement, à force de chercher à avoir cette connexion avec d'autres personnes, il y a toute la série là qu'on peut voir. Waouh. Alors, c'est très émouvant. Alors, j'aimerais vous poser, parce qu'on est en train de finir cette émission, comment
une personne qui nous regarde et qui est aujourd'hui en train de reconnaître tous ces signes, elle sait aujourd'hui, cette personne qui nous regarde, qu'elle est victime de blessures de l'âme, mais elle n'y peut rien. Comment est-ce qu'elle peut encaisser ces blessures-là? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais alors, on va aller un peu rapidement maintenant dans les réponses. Oui. Bah, moi, je lui dirais d'écrire. Pas forcément écrire un roman ou le publier, juste mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle traverse, sans réfléchir. Juste le noter à tout moment. Elle n'a pas besoin d'avoir un rituel, mais essayer à chaque fois de comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai structuré mes idées. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Et au fur et à mesure, on développe soi-même une envie d'aller causer plus loin. Et plus on comprend, mieux on se sent. D'accord. Moi, personnellement, Kadi, ce que j'ai retenu de la vie, c'est que aux grandes destinées, les grandes difficultés. Et donc, quel que soit ce que je vis et ce que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui vit, je voudrais que la personne accepte déjà sa réalité. C'est pour ça que dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, il y a la croix. Accepte déjà que tu as vécu ça, mais que cela ne te définisse pas. Mais que plutôt que tu t'appuies dessus comme un piédestal pour t'élever et aller plus haut. Il ne faut pas que ce que tu as vécu, que d'autres personnes se retrouvent victimes de cela parce que tu leur refuses cet amour que tu aurais pu leur donner, cette sympathie, cette confiance que tu aurais pu leur donner, alors que ces personnes-là le méritent. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, d'autres personnes payent les pots que d'autres personnes ont cassés. Très bien. C'est tout ce que je peux... Comment on sait qu'on est sur la voie de la guérison? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Oui. Mais comment une dame peut guérir? Parce que déjà, à la base, quand tu te rends compte que ça ne t'affecte plus au même titre. Parce que je vais donner un exemple qu'a dit. Je me souviens qu'à un moment donné, quand je pensais aux personnes qui m'ont trahi, qui m'ont blessé, qui m'ont rejeté, j'avais comme une sorte de crise d'angoisse pendant quelques minutes. Je donne un exemple. Il m'est arrivé, c'est-à-dire que quand on prononçait seulement le prénom de quelqu'un, et vraiment, je ne vais même pas te donner ce nom-là, mais je dis quand j'entendais le nom par hasard, même à la télé, même dans un livre, même dans un... Je dis tout de suite, là, j'avais l'impression qu'il y avait comme une fournaise dans mon cœur. Comme si tout le monde savait. Oui. Et donc, le jour où j'étais capable d'entendre ce nom-là et être sereine, comme si de rien n'était, j'ai compris que j'avais traversé ça et que ça ne pouvait plus m'affecter, que ça n'avait plus d'impact sur moi et que je pouvais être libre. Mais je pense que pour rejoindre Yasmine, ça se passe dès le moment où tu pardonnes à ces personnes et que tu te pardonnes surtout à toi. Parce que la difficulté, la douleur, en général, c'est parce que tu te dis pourquoi je me suis permise cela. Pourquoi j'ai fait confiance à cette personne. Pourquoi je suis même allée dans la cuisine, là, puiser de l'eau. Pourquoi je suis même... Donc là, tu commences, tu t'en veux à toi. Dès lors que tu arrives à te dire que non, ce n'est pas ta faute. Si quelqu'un est méchant, ce n'est pas toi qui vas venir le rendre bon. Là, tu acceptes ta réalité, tu te pardonnes et tu pardonnes à cette personne parce que peut-être elle ne sait même pas mieux faire. Comme tu l'as dit, on ne donne que ce qu'on a. Exactement. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même se faire aider? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la santé mentale, en fait, je pense que c'est le dernier des soucis de beaucoup de gens. On a l'impression que ça n'existe pas, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de se faire aider. Ouais, je pense qu'on a vraiment besoin de se faire aider. Pas parce qu'on se dit qu'on est traumatisé ou on a vécu quelque chose, mais souvent on a l'impression qu'on est normal, que tout va bien. Alors que c'est en discutant avec des spécialistes qu'on se rend compte qu'il y a des fossés, qu'il y a des choses à aller creuser et ça nous permet de mieux se comprendre, mieux se pardonner et puis peut-être même développer de la compassion pour ceux qui nous ont fait du mal. Parce que certains nous font du mal sans le savoir. Parce qu'ils ont quoi élevé, là, et puis il y a d'autres... Non, je ne veux même pas caresser là-bas dans la souffrance. Kadi, si tu permets, il y a ceux qui nous font du mal aussi parce qu'ils pensent nous faire du bien. Voilà. Ils prennent sur soi, ils se retiennent, ils font des sacrifices, ne sachant pas que, en fait, ce qu'ils pensent être un sacrifice pour nous faire du bien, ça ne fait que nous faire du mal. Okay. Et quand on a cette vision, cette compréhension de tout ça, ça devient vraiment facile de pardonner et de guérir. Et de guérir, ouais. Très bien. Oui, Kadi, je voulais rapidement dire qu'en fait, les personnes qui nous regardent, et c'est pourquoi j'aime beaucoup votre émission, parce qu'il est impossible de regarder cette émission et sortir de là sans avoir appris quelque chose, sans avoir tiré une leçon qu'on va appliquer ou qu'on va enseigner. Et donc, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, il est important que vous soyez observateurs. Parce que, comme l'a dit Maryse, il y a des personnes qui
sont malades, qui souffrent encore mentalement de tout ce qui est ces blessures-là, mais qui ne sont même pas conscientes de ça. Dans notre rôle à nous, dans la société, il faut qu'on soit capable d'avoir ces conversations tabous-là, qu'on puisse parler ouvertement. Dès que je vois une copine qui me parle de la même chose 50 fois, chaque fois qu'elle m'appelle, elle va faire 2 heures pour me réciter la même chose. Le père de l'enfant, si je ne sais pas pourquoi il m'a laissé avec cet enfant, ça fait 5 ans que je souffre seule avec l'enfant, encore ce père. Chaque fois que tu l'appelles, elle te répète ça 150 fois. Elle n'est pas guérie de ce rejet, de ce monsieur qui l'a abandonné avec l'enfant. Et donc, c'est à toi de remarquer que ça ne va pas et de lui dire, chérie, même s'il le faut, comme cadeau, au lieu que je t'offre un sac à main là, moi, j'aimerais te payer une session. Je ne veux pas que tu prennes ça mal, mais je voudrais que tu ailles voir un spécialiste et que tu lui parles. La prendre ça mal. Ah là, la personne va prendre mal, mais pourtant, on en a besoin. C'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Je voudrais dire que tu as posé une question, si je peux répondre. Lorsque tu nais avec une grande étoile, tu es persécuté d'abord dans ta famille. Tu es persécuté dans ton entourage. Tu es rejeté, insulté, bafoué. Parce qu'il y a quelque chose de grand en toi. Tant que tu n'as pas saisi cette grande chose dans ta vie, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu as été rejeté hier et avant-hier. Et tu ne finis pas. Hein. Ce n'est pas parce que tu es guéri que le combat s'arrête. Tu seras combattu à chaque étape de ta vie. Peu importe l'âge que tu as, tu seras jalousé. La méchanceté autour de toi. Il y a quelque chose qui est en toi qui va déranger tout le monde. Cette chose, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors, s'il doit être capable de pouvoir te protéger contre tout ce qui est autour, et Dieu, dans sa grande miséricorde, va toujours te distinguer des autres personnes. Alléluia. Il va arriver à un moment donné, Dieu va te retirer de la méchante. Si tu es un sac à crabe, Dieu te retire. Alléluia. Dieu est fort. Hein. Non, il est fort. Il a de grandes choses pour chacune. Hein. Moi, je lui rends toute la gloire. C'est Dieu qui me fait. Et grâce à Dieu, je suis guérie de toutes choses. Alors moi, ce que je retiens surtout dans cette émission, c'est que chacun doit faire un peu le bilan de sa propre vie. Dieu est fort. Aujourd'hui, on ne fait pas le bilan de nos vies pour savoir nous sommes à quel niveau. C'est ça. Pourquoi nous sommes à ce niveau? Est-ce qu'on est heureux seul? Est-ce qu'on est heureux avec la personne qui est avec nous? Pourquoi est-ce qu'on tolère des choses? Pourquoi est-ce qu'on accepte des choses? Que ce soit nos amis, notre relation amoureuse, nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire que la façon dont on va faire un bilan de santé, il faudrait qu'on fasse un bilan de nous-mêmes, de notre état émotionnel et de notre état mental. Et ça ne se fait pas. Et forcément, quand il y aura des cases à cocher, on va se rendre compte qu'il y a des parties où ça ne va pas. Et on va commencer à chercher, à creuser. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir certains tiroirs, d'ouvrir certaines portes, parce que c'est là que tu vas comprendre la vérité, la source de ton problème, et tu vas maintenant guérir. Mais malheureusement, en Afrique, comme la communication, ces bilans émotionnels et tout, c'est tellement compliqué, on transmet de plus en plus des mauvaises habitudes, des mauvaises manières, de mauvaises éducations. Non, mais il faut accepter ça parce que la femme, c'est comme ça. Non, mais il faut accepter ça parce que c'est comme ça chez nous. Mais pourquoi c'est comme ça? Non, ça ne doit pas être comme ça. En tout cas. Ça ne doit pas être comme ça. Pourquoi il a souffert? Chacun doit pouvoir déterminer ce qu'il veut dans sa vie. Et moi, je veux vraiment qu'à la fin de cette émission, on fasse notre bilan, chacun à son échelle, et qu'ils comprennent ce qui ne va pas dans notre vie. Parce qu'on est tous malades quelque part, qu'on le veuille ou pas. On est tous malades. En tout cas, merci pour cette belle émission. Merci à vous. Beautiful show. Oh my goodness, this was beautiful. Elle parle. It was powerful. Elle parle à mon âme, elle parle à tout le monde. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission. On peut s'élever pour danser un peu. On est guéri quand même. Allez, Yasmine, on va chanter un peu. On va aller au Cameroun. On attend l'enfant. Vous criez, l'enfant ne vient pas. On y va. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. On attend. On attend. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci beaucoup. C'était 2 femmes extraordinaires et j'espère que vous avez retenu quelque chose. J'espère qu'au sortir de cette émission, tout le monde va se porter bien. Inch'Allah. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Merci, Candy. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.